Il fallait rien moins que le bronze et l'apparence fiévreuse du vainqueur de Rocroi pour descendre dans cette salle consacrée à la sculpture de Pierre Puget, véhémente et musclée. Ce buste de Louis de Bourbon, prince de Condé, est l'œuvre du plus grand portraitiste du siècle de Louis XIV, Antoine Coisevaux, né à Lyon en 1640, mort à Paris en 1720 comme directeur de l'Académie. À la vue de ce bronze, peut-on imaginer qu'il s'agit d'un portrait posthume? L'œuvre, en effet, fut commandée à Coisevaux en 1688, 2 ans après la mort de ce singulier héros dont Bossuet fit l'éloge funèbre que l'on sait. Conformément au désir du prince de Conti, qui l'accueillit en son hôtel, elle fut coulée sous la surveillance de Mansart. Elle n'est ni signée ni datée, mais les comptes de la maison de Bourbon-Condé sont formels à son sujet. C'est en 1800 qu'elle est entrée définitivement au musée du Louvre. Revêtue d'une cuirasse souple, à mufle de lion aux épaules et à lambrequin brodé, le buste orné de griffons et de fleurs de lys, un ample manteau le drape à l'antique. Ce chef de guerre porte là-dessus une chevelure longue, sauvage et quelque peu serpentine. Il me fait toujours l'effet d'un Bonaparte avant l'être et hors du romantisme, qui aurait trouvé cette assurance tranquille des grands fauves que l'on sent pourtant toujours prêt, dans l'instant, à déchaîner ce qu'on pourrait appeler ici, à bon escient, la furia francese. Au XVIe siècle déjà, Germain Pilon avait suscité un félin semblable, bien que d'église, en la figure du chancelier Birague, à genoux sur son tombeau et qui est au Louvre. En citant le prophète Daniel, parmi ces paroles de l'oraison du 10 mars 1687 en l'église Notre-Dame, Bossuet avait bien appréhendé la puissance de cette personnalité lorsqu'il la comparait à Alexandre. Comment, dans ce visage buriné, ne ressentirait-on pas ce que l'évêque de Meaux disait alors ? Dans le feu, dans le choc, dans l'ébranlement, on voit naître tout à coup je ne sais quoi de si net, de si posé, de si vif, de si ardent, de si doux, de si agréable pour les siens, de si hautain et de si menaçant pour les ennemis, qu'on ne sait d'où lui peut venir ce mélange de qualités si contraires. Imaginerait-on aujourd'hui une personnalité hors du commun exercer impunément des qualités si contraires que l'on y songe, être au plein de la fronde du parti de la cour et vouloir monnayer à ce point les services rendus qu'on en vient en 1650 à se faire embastiller, prendre par vengeance la tête d'une nouvelle fronde contre le roi, se battre contre Turenne et accepter en 1653 le commandement d'armée espagnole, se vouer enfin à la cause du roi retrouvé, au point de laisser à sa mort, dans le cœur du monarque, tant de regrets et de reconnaissance. Être d'une laideur expressive, avoir le goût des femmes et être à leur goût, fréquenter les beaux esprits aussi bien que les rustres de la guerre, aller taquiner l'Église aux confins de ses dogmes et rentrer au bercail, c'est bien là la marque d'un être assez exceptionnel. Mais le génie d'un Coisevaux eût-il été suffisant pour saisir la vérité d'un tel personnage sans des études préalables faites ad vivum? Sans doute Coisevaux l'a-t-il pu croquer sur le vif à l'occasion de rencontres à la cour ou dans son château de Chantilly. Toujours est-il que, pour la pompe funèbre du Grand Condé, en 1686, Coisevaux coula et cisela un médaillon à son effigie de grand rapace, en bronze doré, d'un effet saisissant, bien propre à l'inspirer pour son buste de 1688. Dans l'œuvre de Coisevaux, familier des portraits officiels fort emperruqués et des figures de jardin inspirées de l'antique, ce buste de bronze du Grand Condé est sans doute le temps le plus fort et le plus caractéristique.